Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine pour Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc sur votre chaîne préférée, 8 Mont-Blanc. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, Guillaume Matelier, le maire d'Ambilly, sera présent pour faire le point sur l'actualité de sa commune. On ira ensuite à la découverte de Serge Ngassa et de sa femme Karine, un chocolatier pas comme les autres. Et enfin, Camille Copin viendra pour son agenda du week-end. Clémence, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence. J'ai oublié ma formule. Pour les titres du journal. Salut Clémence. Salut Seb. Alors pour ce journal du 5 avril 2019, on parlera du Brexit. Oui, alors les conditions du Brexit restent encore floues et c'est dans cette ambiance que les stations de ski s'inquiètent. C'est le cas à Bourg-Saint-Maurice et ses alentours qui ne veulent bien évidemment pas voir partir les Britanniques. Et puis ça sent la fin de saison du côté d'Avoria. C'est la fête, surtout à Avoria jusqu'à ce dimanche. De nombreux athlètes sont réunis pour fêter, comme tu le dis, la fin de saison et bien évidemment le début du printemps autour d'un événement. C'est le Spring Experience et c'est Victoria Lopez qui était sur place ce jeudi. Merci beaucoup Clémence, à tout à l'heure. J'accueille monsieur Guillaume Matelier. Bonsoir. Pour notre rubrique Dans l'actu. Alors je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes le maire d'Ambilly. On va faire donc le point sur l'actualité de votre commune. On a plusieurs dossiers à voir. Commençons avec les terrains communaux. On en a beaucoup parlé, notamment l'été dernier. Des terrains qui vous rapportent gros, finalement. Oui, qui nous rapportent gros. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'on travaille sur ce dossier. Ce sont des terrains qui sont de l'autre côté de la frontière en Suisse. Et par une grande chance d'une certaine manière, mais je pense que ce n'était pas le même angle de vue à l'époque, puisque c'est la défaite de Napoléon qui a réduit la frontière et qui a réduit le territoire national, qui font que ces terrains sont maintenant du côté suisse, mais sont la propriété de la commune d'Ambilly. Donc c'est une négociation qui a eu lieu pendant 10 ans, jusqu'à ce que ça puisse rentrer cette année. On a aux alentours de 30 millions d'euros qui sont rentrés cette année dans le budget, et puis on aura l'équivalent de plus de 30 millions dans quelques années, et un bail emphytéotique de 99 ans pour assurer à la commune une rente régulière chaque année. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est aussi un bon combat pour nous, parce que c'était très dur. Combat. Vous avez décidé de vendre 70% de ces terrains. Pourquoi ne pas avoir vendu la totalité ? À l'époque, l'ancien maire voulait vendre la totalité des terrains. Moi, j'ai décidé, avec mon équipe de l'époque, de faire en sorte de garder aux alentours de 30% des terrains, donc en droit de superficie, comme on appelle en Suisse, bail emphytéotique, comme on appelle en France, pour garder une rente régulière. Parce que le gros problème des communes aujourd'hui, c'est pas tant de faire rentrer de l'argent pour l'investissement. Pour certaines, c'est difficile, mais c'est pour nous surtout l'occasion d'avoir du long terme et surtout de garantir le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est du service public, c'est pour les écoles, c'est pour l'accueil, c'est pour les services techniques, les espaces verts. Donc on a besoin de cet argent régulier. À qui elles ont été vendues, ces parcelles de terrain ? Alors ce sont des promoteurs genevois, des aménageurs, et c'était à l'époque une négociation qui avait lieu avant moi avec le canton de Genève pour que ça passe par ces promoteurs aménageurs. Les relations étaient très difficiles au début, elles se sont beaucoup apaisées depuis, mais il faut tenir bon et c'était un de mes premiers faits d'armes. Je venais d'être élu, j'avais 29 ans et je ne voulais pas laisser passer cette occasion de dire qu'Ambilly comptait dans ce paysage. Alors au total, la vente de ces 7 parcelles, ça représente 6200 mètres carrés, vous l'avez dit, à peu près 30 millions d'euros, 30 millions de francs suisses. À quoi il va servir principalement cet argent ? Alors cet argent déjà fait que je désendette la commune, puisque nous avions, comme toutes les communes, un endettement. Vous faites appel à l'emprunt pour construire, on avait rénové le parc, pour les routes, pour d'autres investissements. Donc un désendettement, ce qui fait que les Ambilliens pourront dire nous avons une dette à 0 € par habitant. Et puis, ça va nous permettre aussi d'assumer nos investissements. Vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas je l'espère, qu'Ambilly est une commune où le CEVA passe, en tout cas en souterrain. Il y a une vraie vie souterraine maintenant. Le tram, et donc ça permet de financer les travaux du tram, la voie verte, et puis aussi l'ensemble des aménagements que nous prévoyons dans les prochaines années. Donc c'est de l'argent public bien utilisé et qui tombe au bon moment. Et qui tombe au bon moment sur le coup. Oui. En quoi une telle somme peut changer le train de vie d'une commune comme la vôtre ? Je pense qu'il faut savoir raison garder. Heureusement, on est en Haute-Savoie, vous savez, on est un pays de montagne, on est très prudent avec l'argent. Et c'est ce que je dis, le but, ce n'est pas de raser gratis. Ce n'est pas de dire, ça y est, il va y avoir des robinets en or ou des belles marches en marbre. Non, c'est de faire des investissements qui sont
pour un impact au quotidien, pour les habitants, améliorer leur quotidien. Donc on va utiliser cet argent pour continuer à urbaniser correctement, à créer de nouveaux lieux de vie et puis surtout à faire en sorte que, et ça je sais que les Français ils sont très attentifs, d'ailleurs vous avez mis presque un gilet jaune aujourd'hui, hein. C'est presque un piège pour moi, en tout cas les Français sont très attentifs à tout ce qui est pression fiscale ou autre et je peux le dire avec une certaine fierté, Ambilly n'a pas augmenté ses impôts, même dans les moments difficiles, depuis 12 ans. Parlons d'un autre sujet qui vous tient particulièrement à cœur, celui de la Poste d'Ambilly. Vous avez lancé une mobilisation pour que le bureau de poste d'Ambilly reste ouvert. Pourquoi est-ce que vous êtes autant battu pour cet équipement, ce bureau de poste? Je me suis battu parce que je suis un homme de conviction. Et ma conviction profonde, c'est que dans la République, il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Et le service public, c'est quelque chose auquel on ne touche pas. Alors, certaines mauvaises langues diront c'est juste reculer pour mieux sauter. Moi, je leur dis, actuellement, ce combat est mené. J'ai obtenu un accord avec la Poste pour que la Poste reste à Ambilly avec les mêmes horaires d'ouverture. Et je continuerai à me battre pour ne pas saccager le service public. Moi, je n'ai pas envie de recevoir des gens de la Poste qui, finalement, ont des mentalités, non plus de service public, mais des mentalités de service privé, et qui sont ni plus ni moins que les croque-morts du service public. Le service public, c'est le lien social. Le service public, c'est la garantie de l'accès pour tous, en toute équité. Qu'est-ce qu'il représente, ce bureau de poste à Ambilly ? Il représente beaucoup de courriers, peut-être moins qu'à une certaine époque, mais il représente surtout beaucoup de colis et beaucoup de colis en poste restante. Vous savez, donc quand vous laissez votre colis, vous venez le rechercher, etc. Et c'est un véritable lieu de vie. Alors peut-être que demain, il sera situé différemment, sur la ZAC Étoile, par exemple, qui est aussi un grand projet de la commune d'Ambilly dans le cœur urbain de l'agglomération, mais qui est sur Ambilly. Et puis, c'est surtout rappeler que ce lieu qui accueille beaucoup de monde est aussi amené à évoluer avec de nouvelles pratiques. Vouloir garder un bureau de poste en présence, c'est pas être anti-moderne. C'est aussi assurer une part de modernité. Et puis si la modernité, ce n'est ne plus rencontrer son voisin et être simplement sur Internet, c'est pas ce que j'appelle la modernité. Parlons de vous. Vous êtes maire depuis maintenant, si je dis pas 11 ans. 11 ans. Est-ce qu'il y aura un troisième mandat en tout cas, la volonté d'un troisième mandat pour Guillaume Matelier ? Alors, je me relance sur un troisième mandat. Ce n'était pas forcément mon scénario initial. Mais je vous avoue, avec tout ce que je viens de vous dire là, non seulement je suis motivé, mais je suis surtout motivé à ne pas laisser cette commune à n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est à ceux qui sont toujours dans la critique, ceux qui nous donnent toujours des leçons de morale, ceux qui disent qu'il faut toujours baisser les budgets, ne pas employer, mais qui ne donnent jamais aucune alternative. Et je pense qu'avec un bilan comme celui-là, eh bien, il faut le défendre. Et donc, c'est pour ça que je retournerai devant les Ambilliens avec beaucoup de joie, de bonne humeur et surtout l'envie de leur proposer un nouvel art de vivre. Est-ce que vous avez regardé le débat des Européennes hier ? Je vous dirais oui si j'étais un menteur, mais je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas regardé parce que j'étais à peu près sûr, et en lisant ce matin un certain nombre d'interviews, que ça serait un mauvais débat dans le sens où bien vous invitez tout le monde et puis c'est la cacophonie. Je préfère me concentrer sur ce que les uns et les autres disent personnellement. C'est le cas de Raphaël Glucksmann ou d'autres progressistes que je suis aussi personnellement. Et je préfère me concentrer sur une parole mieux construite. Moi, je ne suis pas un adepte du tweet, je ne suis pas sur du 140 ou du 280 caractères. J'aime les paroles bien construites, les bons argumentaires, et je crois que ces dispositifs télé sont complètement à côté de la plaque. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Guillaume Matelier. Merci. Bon courage pour la suite, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot et avec tous ces projets qui arrivent. Eh oui, il y a du boulot. Même pour vous aussi, je pense. Pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Je suis en liaison Skype, si tout va bien, avec Marc Debony et Axel Latuada. On prend la direction de Marigné. Vous êtes accompagné d'une élève, Siloé. Bonsoir. Tout à fait. Alors, le grand public vous connaît, Marc et Axel, vous êtes les co-auteurs de la web-série à succès Tout le monde s'en fout, et vous êtes venus donc à Marigné pour animer plusieurs ateliers dans le cadre d'actions environnementales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons est-ce que vous avez accepté ? Parce que c'est totalement cohérent avec ce qu'on défend, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré les Adoribles l'année dernière à Polymanga en Suisse. Et on discutait du fait que nous, en tant que créateurs vidéo et donc influenceurs, on avait envie de quitter l'écran et de passer à des vraies actions concrètes. Et on a mis ça en place en fait avec le 113 ici à Marigné, et on nous a invités et on est venu avec grand plaisir. Voilà, la première des raisons pour laquelle on a accepté, c'est parce qu'on nous l'a proposé. Parce que tout le mérite en revient quand même au centre de jeunesse et aux ados qui le composent. Et du coup, ça nous semblait une bonne chose de venir appuyer cet engagement que nous, au même âge, on n'était peut-être pas capable d'embrasser. Non, pas que peut-être. À cet âge-là, on avait d'autres préoccupations. Siloé, parlez-nous un petit peu de votre projet, votre action là, pour la protection de l'environnement.
Alors notre projet, parce qu'en fait on vit dans une vallée qui est quand même énormément polluée, et notre projet c'était de faire une clean walk et une clean rando pour pouvoir nettoyer un peu tout ça, parce qu'on en a marre vraiment de voir des déchets de partout. Qu'est-ce que ça vous fait d'être accompagné par Marc et Axel dans ce projet? C'est vraiment génial parce qu'ils sont vraiment super gentils et ça nous aidera à avoir un peu plus d'influence vu qu'ils sont un peu plus connus et des influenceurs du coup. Et ça nous aidera à avoir plus d'impact et plus de visibilité. Marc et Axel, vous allez donc animer quelques ateliers. Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu la teneur? En quoi ça va consister? Alors en gros, l'idée de base, c'est d'aller faire une randonnée, un parcours dans la ville et dans les chemins alentours pour tout simplement ramasser les déchets et le faire costumer en animaux pour susciter la curiosité. Notre idée, c'est que les personnes qui voient ça vont venir nous poser la question et ce sera l'occasion de mettre un gant et un sac plastique dans la main de ces gens-là pour qu'ils rejoignent notre petite troupe et qu'ils nous aident à ramasser. Et en dehors de ça aussi, on a prévu donc une soirée de projection ce soir où on va pouvoir discuter, échanger avec les ados et les habitants de Marigné sur les sujets écologiques qu'on a pu faire dans la série. Marigné, la Haute-Savoie, c'est un territoire qui vous parle? Alors moi j'ai ma famille est originaire du Val d'Ost, donc c'est pas très très loin, côté italien, donc je connais bien ces problématiques. Et puis c'est frappant aussi, pour nous qui venons de Paris, qui est un des endroits les plus pollués de France, de venir en haut des montagnes pour trouver de l'air pur et on trouver depuis ce matin que c'est la région la plus polluée de France. Mais mine de rien, ça fait sens du coup. Oui. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois de nous avoir consacré quelques minutes. Avec plaisir. Merci à vous. Et à demain pour la Clean Walk. Tout le monde. Demain, l'appel est lancé. Merci bien. Allez, c'est l'heure de la revue de presse avec Clémence qui revient sur le plateau. Revue de presse un petit peu plus concise ce soir parce qu'on a pas mal de choses à voir. On va parler notamment avec toi d'idées reçues sur le sida. Oui, absolument. Cette journée de SIDAction. Oui, c'est la journée de la SIDAction. Moi, j'ai mis ma petite broche. Elle est juste ici. Alors, elle est petite, mais elle a le mérite d'être là, vraiment. Elle est juste ici. Donc, effectivement, pour cette revue de presse, je me suis appuyée sur le site sidainfoservice.org. C'est donc la 25e édition de SIDAction. Aujourd'hui, 5 avril, un moment crucial pour la recherche. Le nombre de contaminations, lui, ne diminue pas malheureusement. L'année dernière, environ 6000 personnes ont été dépistées en France. Et moi, je me suis intéressée donc aux idées reçues qui sont souvent et très malheureusement véhiculées par les jeunes. Alors, les voici. Le sida, on en guérit. Alors non, les trithérapies permettent de mieux vivre avec le VIH, mais ne le guérissent pas. Seulement 2 cas de rémission ont été constatés dans le monde, mais ces 2 cas de rémission sont très très particuliers et les solutions qui ont été apportées à ces patients sont uniques et ne peuvent pas être généralisées à tous. On peut lire aussi le sida, donc on n'en meurt plus. Le sida a été créé par des laboratoires américains. Le premier rapport sexuel protège du sida. On voit qu'il y a quand même des idées reçues assez ahurissantes. Effectivement, et souvent en plus, je le répète, c'est souvent les jeunes en plus qui véhiculent ces idées-là. Le sida se transmet par le moustique et les WC publics. Le sida est une maladie de PD et de toxico. Alors, je m'arrête là-dessus. Alors, c'est également faux, bien sûr, comme tout le reste de la ligne. La communauté homosexuelle a particulièrement été concernée par l'épidémie. Et parce qu'elle a été particulièrement concernée par l'épidémie, elle a été la première à se protéger et à faire de la prévention. Il n'y a pas de population à risque, mais seulement des pratiques à risque, et c'est ce que rappelle très très bien le site. Et puis on termine la liste par une personne qui a le sida, ça se voit, 2 capotes, ça vaut mieux, ou on ne peut pas avoir un enfant quand on a le sida. Tout ça, bien sûr, c'est faux. Je rappelle que pour pouvoir faire un don, c'est le 110 au téléphone ou sur le site www.sidaction.org ou encore par SMS au 92 110. Merci beaucoup pour ce rappel plus qu'important. Et toi, par contre, tu nous parles de la fin de Fanfouet. Oui, une petite révolution dans le monde de la signalétique des alpages. Jusqu'alors, les panneaux représentaient des personnages de la jante féminine, de la célèbre bande dessinée Fanfouet, des personnages que certains ont pu qualifier de sexistes. Dès le printemps, une signalétique plus moderne fera son apparition dans les chemins, dans les sentiers. Une signalétique qui mettra en situation les enfants et les petits-enfants de Fanfouet qui correspondent au nouveau public des montagnes. Le public pourra voir d'ailleurs ces nouveaux panneaux dans le Salève, à Saint-Gervais et dans les Bauges, dans un premier temps, avant un élargissement aux Aravis et au Pays du Mont-Blanc. Donc, une belle initiative. Un peu de neuf, ça fait du bien quand même, oui. Merci beaucoup, Clémence. Allez, on passe au choix de la rédac avec 2 personnes ce soir. Je vous en prie, monsieur et madame Ngassa, Karine et Serge. Serge avec un S, je tiens à le préciser. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Serge, vous êtes chocolatier et planteur de cacao.
Vous avez surtout un parcours atypique. Oui. Expliquez-nous un petit peu. Alors, je suis camerounais, je suis né au Cameroun. J'ai eu la chance de travailler pour Médecins sans frontières. Et puis ensuite, on s'est rencontrés en mission, tous les deux. Coup de foudre? À fond. Bon, vous passez les détails, bien sûr. Et puis... Vu l'heure, oui. Oui. Hein. Et puis ensuite, voilà, on a décidé de s'installer. Et puis on a eu 2 enfants magnifiques. Et voilà, de fil en aiguille, on a dit on voulait monter quelque chose, on voulait mettre quelque chose en place en Afrique, apporter du travail aux gens. Et puis voilà, l'idée nous est venue comme ça, en se disant qu'est-ce qu'on peut créer pour faire du développement durable, mais en même temps en créant des emplois directement sur place. Et n'est pas juste apporter, voilà, donner la possibilité aux gens d'avoir un emploi. Et vous avez choisi dans un premier temps le cacao? Dans un premier temps, oui, on a longuement réfléchi, surtout parce qu'on on a commencé par réfléchir sur planter le maïs. On s'est dit non, le maïs c'est sur 3 mois. On a réfléchi par planter, voilà, les plantes qui mettaient 3 mois pour produire la tomate, etc. Après, on est arrivé sur le sujet du cacao. Le sujet du cacao nous intéressait particulièrement parce que ce sont des arbres qui vivent très longtemps. On est quand même sur une longévité entre 50 et 70 ans. Et puis, l'arbre peut produire pendant 35 ans en croissance et puis après en décroissance. Et cependant là, on s'est dit avec mon épouse que c'était quelque chose qui pouvait... On crée un emploi, mais pendant 30 ans, on peut accompagner les gens. C'était ça le plus important. Voilà. Les gens peuvent travailler avec nous pendant toutes ces années-là. Karine, le monde du cacao, c'est quelque chose qui vous était familier? Pas du tout. Moi, je suis de formation infirmière. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés là-bas. Maintenant, comme je suis originaire de Suisse, c'est vrai que le Cameroun étant le 4e, enfin maintenant 5e producteur mondial de cacao, et le pays de la Suisse étant quand même un pays du chocolat. Vous avez choisi de mixer. Ça allait assez bien avec notre histoire, en fait. Donc... C'est en 2014 que votre vie et votre carrière a pris un nouveau virage. Vous avez décidé de transformer le cacao pour devenir chocolatier. Comment se passe cette aventure? Que j'imagine que c'est une vraie aventure. C'est une vraie aventure. En fait, voilà, après tout ce qu'on avait mis en place sur le terrain là-bas, on a essayé de vendre nos fèves sur le marché international. Ça a été beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait imaginé. Du coup, des amis nous ont proposé d'essayer de changer les fèves en chocolat. On a essayé dans le coin de notre cuisine, comme ça, avec nos appareils ménagers habituels. On a fait goûter autour de nous quand on a réussi à enfin couler une tablette. Et on a été tellement plébiscité sur le goût des tablettes que ça nous a beaucoup encouragés à se lancer dans l'aventure. Et vous avez donc lancé une marque, la marque Cocoa Valley, basée à Villaz, en Haute-Savoie. C'est là où vous vivez? Presque. Presque. Comment se passent les premiers mois là, de cette entreprise? Extraordinaire. Extraordinaire. Et puis, extraordinaire parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'était dit, on va se donner 6 mois, on va se donner 1 année. Mais le concours des grands chefs, que ce soit italiens, que ce soit français, qui apprécient particulièrement notre produit, qui le mettent aussi généreusement bien en avant. Donc, c'est vraiment eux qui nous donnent ce coup de pouce qui nous permet vraiment d'évoluer rapidement. Donc, merci à tous ceux-là. C'est quoi la touche, la marque de fabrique de Cocoa Valley? C'est quoi la différence avec les autres marques? Alors, la différence avec notre marque, c'est que c'est nous, quoi. Non, c'est tout ce côté de pouvoir garantir une faible torréfaction séquentielle qui doit apporter des notes aromatiques qui sont spécifiques à nos fèves. Il faut dire que la partie qu'on n'a pas vraiment le temps de vous expliquer ici, c'est que avec l'aide d'un ami qui travaille dans le métier, qui est aviateur, aéronautique, merci. Et puis, du coup, il nous a donné un coup de main pour la conception de nos bacs de fermentation. Donc, ce qui nous permet vraiment d'optimiser les notes aromatiques de nos fèves. Et puis, ici, on peut vraiment les mettre en valeur grâce au travail que nous avons fait en amont avec une autre entreprise italienne pour aller rechercher les notes spécifiques de cette fève et pour avoir un chocolat d'exception, tout simplement. Alors aujourd'hui, vous avez donc un atelier-magasin où vous vendez vos produits, oui. Une large gamme de produits, mais vous travaillez également avec des professionnels du métier comme des chefs. Oui. J'imagine qu'il y a énormément de fierté là, d'en être arrivé là. Oui. Ah oui, vraiment. C'est vrai qu'on a des grands chefs qui nous ont fait confiance depuis le début
Il y a Thierry Court à Grenoble qui a décidé de changer sa gamme de produits en utilisant nos palais spécifiquement. Il y a Éric Favre à Machilly aussi, qui est un grand cuisinier de renom, qui lui aussi a demandé. Alors l'avantage qu'on a pour ces professionnels, c'est qu'on peut vraiment leur faire un chocolat à leur nom. C'est-à-dire qu'ils viennent à l'atelier et ils choisissent avec nous la durée, la température de torréfaction, la recette elle-même qu'ils veulent mettre pour leur chocolat. Donc on peut vraiment leur faire une signature personnalisée. Et ça, pour eux, c'est un cadeau parce qu'ils n'avaient jamais l'occasion de pouvoir travailler la fève et aller jusqu'à cet aboutissement-là. Et pour nous, c'est une excellente manière de sublimer nos fèves et notre produit et de remercier tout le travail qui a été fait sur les plantations par toute notre équipe qui est sur place. On a quand même 23 employés là-bas qui travaillent depuis maintenant 7 ans avec nous et qui nous ont fait confiance depuis le début. Et c'est vrai qu'ils se donnent énormément de peine pour arriver à ce résultat. Et grâce à toutes les personnes ici, on arrive à faire quelque chose de magnifique. Je peux juste... Vous pouvez ajouter quelque chose. Voilà, Je sens que vous trépignez là. Ouais. Non, mais voilà, c'était juste pour compléter un peu sur le sujet, pour remercier aussi Frédéric Pellier. Oui. Cuit, qui maintenant, Cocoa Valley fait une signature spécifiquement pour lui. Et puis, c'est vraiment des échanges assez constructifs qui nous arrivent. Et puis Eric Chalamel, ou bien... Eric Prodowski. Voilà, Eric Prodowski des 13 hommes. Oui, des 13 hommes ainsi, voilà. Toutes ces personnes-là qui aujourd'hui mettent Cocoa Valley en avant, qui subliment les desserts incroyables que vous pouvez aujourd'hui les déguster dans tous ces endroits-là, en Haute-Savoie et en Savoie. Merci beaucoup en tout cas. Bravo Merci pour ce que vous faites. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Et longue vie à Cocoa Valley. Merci. Allez, on va prendre un bon bol d'air frais à présent, direction Avoria, où nous attend Victoria Lopez sur le Spring Experience. On t'écoute, Victoria. Salut Seb, effectivement, j'espère que vous m'entendez. En tout cas, il y a pas mal d'ambiance dans le centre de la station d'Avoria, effectivement. C'est le Spring Festival, la grande fête du ski de printemps. Et ce soir, il y a un DJ set spécial. Vous entendez peut-être la musique derrière moi. Mais on a eu aussi un grand show. Alors, je ne te cache pas, Seb, que je suis un petit peu déçue parce que je devais être dans l'hélicoptère avec le speedrider Valentin Deluc pour suivre son saut. Malheureusement, il y a eu un petit souci de timing. Mais il est juste derrière moi et on va pouvoir lui poser des questions, savoir comment s'est passé ce saut. Ils ont sauté à 600 mètres au-dessus de la station d'Avoria. Il est juste là. On va voir si on peut lui parler. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Alors comment ça s'est passé ton saut ce soir là? Vous avez sauté en parachute, c'est bien ça? Voilà, donc c'était super, on avait des conditions top, pas de vent, l'hélico était à l'heure, donc petite démonstration en dessous. J'avais 2 copains qui ont sauté aussi en train-compte, donc super bien passé. Ce soir je crois que ça va être ça, le concert Il y avait beaucoup de monde ce soir pour ce saut, pour justement te voir descendre. Voilà, donc là ça commence à venir, il n'y a encore pas énormément de monde, mais les gens arrivent de plus en plus. Donc maintenant le soleil se couche tard, donc on a le temps et on va profiter de la soirée. C'est quoi la suite du programme? Alors demain, donc, il y a le Red Bull to Shoes, c'est ici à Avoria. Donc pareil, moi je vais faire une petite démonstration speed riding l'après-midi. On croise les doigts pour la météo, j'ai vu que le vent se renforçait un petit peu. Donc on croise les doigts et on espère que ça va bien se passer. Bon Spring Festival, Spring Experience, pardon. Merci Valentin. Merci à vous. Seb, on retrouvera tout à l'heure d'ailleurs un reportage complet sur ce Spring Experience. Avec notamment une interview de Valentin Deluc. Merci beaucoup, Victoria. Amuse-toi bien. Merci. Allez, on passe notre agenda du week-end avec Camille Copin, qui, je vous le cache pas, était en train de danser pendant le live. Elle est déjà en week-end, déjà dans l'ambiance. Salut Camille. Salut Seb. Alors, pas mal de nouvelles idées à nous proposer comme chaque semaine. On commence avec un festival, enfin je sais pas si c'est un festival, ça se passe du côté d'Aix-les-Bains, Oser les arts en famille. Oui, c'est ça, ce sera demain, le samedi 6 avril. Donc c'est une deuxième édition, puisque la première édition avait rencontré un grand succès. L'idée, c'est de faire découvrir et de tester gratuitement les pratiques artistiques pour tous les âges. Donc théâtre, danse, arts plastiques, on a même des dessins entre parents et enfants, de la mosaïque, de la musique, pas mal de petites choses très sympas. Ça se passe en fait dans différents lieux
lieux d'Aix-les-Bains, notamment à la Maison des Arts et de la Jeunesse, au Conservatoire, à la piscine des Anciens Thermes, au casino, au musée, librairie, un petit peu partout. Donc voilà, je trouvais une initiative très sympathique. Et également, il y aura un spectacle musical suivi d'un grand bal familial à 16h30 au salon Lamartine du Casino Grand Cercle. Pour retrouver toutes les infos, c'est sur le site aixlesbains.fr et vous retrouvez également un plan détaillé avec que faire à tel endroit. Du catch, de court-métrage. Oui, c'était concis ton lancement. Ça se passe à Chambéry, au Cinéma Leroux, salle Jean Renoir. Effectivement, c'est un catch dans le cadre du festival Les Fureurs d'Avril. Donc c'est un jeu participatif en fait où on regarde des courts-métrages, on débat, on vote pour le meilleur et on passe au suivant. Ça se passe très vite comme le catch en fait. Si on veut prolonger la soirée, on peut rester à 21h pour la diffusion du programme de court-métrage Trop belge pour toi. Au niveau des tarifs, c'est à 5 € la soirée. C'est voilà, je trouvais une bonne idée. De 19h à 21h, enfin de 19h à 21h pour les courts-métrages et à 21h Trop belge pour toi, plein de petits courts-métrages. Et toutes les infos sont sur le site espacemalraux-chambéry.fr. Annecy Levieux, comment me séparer de ceux qui me blessent? Qu'est-ce qui se cache derrière ce lancement? Alors en fait c'est un atelier participatif et assez libérateur. Voilà, on est dans une ère en ce moment où on est un petit peu de plus en plus stressé, on accumule les biens matériels, les connaissances et les amis qui n'en sont pas forcément. On se sent parfois un peu surmené, on ressent le besoin d'extérioriser, de se détacher de ce qui nous pèse dans ce genre de relation. Donc voilà pourquoi je voulais un petit peu parler de ça. C'est un atelier qui est fait pour en parler. Donc de 13h30 à 17h30, vous serez accompagnés pour comprendre, pour accepter ce genre de situation et pour se libérer ou même en fait se séparer de ces personnes, etc. On est vraiment sur la relation humaine là pour le coup dans cet événement. C'est à l'aide de la méthode ESPER du célèbre Jacques Salomé, qui est un psychosociologue et écrivain français, et accompagné de Céline Merlot de Celle en C. Vous pouvez ainsi participer à un véritable sas de décompression émotionnelle. Il reste des places, donc les inscriptions se font au numéro qui s'est affiché sur votre écran ou à l'adresse mail. Et donc ça se passe à Annecy-Lieu de 13h30 à 17h30 ce samedi. Du sport avec une discipline chère à notre ami Emmanuel Jaude, on lui fait un petit coucou d'ailleurs. Bah oui, on lui fait un petit coucou parce qu'on n'a pas trop de nouvelles, donc on espère que tout va bien. C'est l'association sportive En Passant par la Montagne qui organise donc son deuxième challenge d'escalade inclusive. Inclusif, en fait, ça veut dire qu'on inclut tous les pratiquants, également donc ceux en situation de handicap et qui vont du coup faire les activités en même temps que les valides. L'idée, c'est de réunir autour de l'escalade des débutants et des pratiquants confirmés pour partager des valeurs communes, l'entraide et le dépassement de soi, entre autres. Ça se passera au Palais des Sports de Megève ce samedi de 8h30 à 17h. Au niveau de l'inscription, c'est 10 € par participant et il est encore possible de s'inscrire entre 8h30 et 9h30 demain matin. Les activités débuteront dès 10h après un échauffement collectif et il y aura des tas de défis très sympas, je trouve, pour changer un peu de l'ordinaire. Par exemple, monter les yeux bandés ou avec une balle dans les mains, donc pas très pratique. Moi, par exemple, je serais incapable de faire ça. Ou alors monter en même temps qu'un coéquipier parce que vous êtes en fait attachés ensemble. Donc voilà, plein de petits challenges très sympathiques. L'idée, c'est vraiment de passer un bon moment ensemble et de s'entraider. Et puis la salle est magnifique, du côté du Palais de Megève, la salle d'escalade. Bah écoute, je connais pas, mais j'imagine. On en a parlé ce jeudi avec Sophie Sesmat. La saison des brocantes et des vide dressing est officiellement lancée. C'est ça. Alors j'en ai dégoté quelques-uns en Savoie et en Haute-Savoie. On commence par la Haute-Savoie. Donc à Cruseille, par exemple, vous pouvez avoir un vide dressing avec plein d'accessoires et de vêtements de seconde main. Ce samedi de 16h à 21h et dimanche de 10h à 17h. Pour l'adresse, c'est 192 route de l'Usine à Cruseille. Ensuite, il y aura également une grande vente de printemps d'Emmaüs ce samedi 6 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 17h au 631 route des Tattes de Borly à Cranfsal. Outillage, mobilier, vélo, on a plein de petites choses, plein de trésors de seconde main pour mieux consommer. Et côté Savoie, il y a la grande braderie de printemps ce dimanche 7 avril à Aix-les-Bains, un vide-grenier place Clémenceau et un vide-dressing rue de Chambéry. Et enfin, la Family Braderie, 39 place Café à Chambéry, ce dimanche aussi de 8h à 18h. Et ça permettra de financer les sorties scolaires des enfants. Et puis un agenda de Camille sans course à pied ne serait pas un agenda. J'ai été obligée, c'est vraiment un tout petit mot. Ça se passera en fait le week-end prochain, le dimanche 14 avril. C'est les foulées de Gruffy, donc il y a plusieurs formats de courses, 10,5 km, 13,8 km et 23,5 km. On a également une marche nordique pour ceux qui préféreraient marcher. Et sur le trail de 23 km, c'est possible de le faire en duo. Donc voilà, il reste des places dans toutes les catégories encore, mais ça part vite. Donc les inscriptions se font en ligne sur le site fouletdegruffy.fr. Et voilà, je tenais à en parler du coup. Merci beaucoup Camille. Merci Seb, bon week-end. Bon week-end, on se voit la semaine prochaine.
Clémence, pour le rappel des titres, on va parler Brexit ce soir dans le journal. Oui, à Bourg-Saint-Maurice, le maire ne veut surtout pas voir partir les Britanniques. Et ensuite, fin de saison qui s'annonce brillante du côté d'Avoria avec une ambiance de fête. Le Spring Experience à Avoria, comme tu le dis, pour fêter la fin de la saison et le début du printemps. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction, juste après cette page de réclame. À tout de suite.